Donc, je suis ravie d'accueillir Madame Maurice, qui est psychologue et qui va nous parler de stimulation basale. Mot peut-être un peu complexe pour certains, d'autres sont complètement acquis à la cause, mais à la fin de l'intervention, on va tous être bons, n'est-ce pas? Vous serez curieux. Voilà, bon, je vais vous laisser vous présenter un petit peu plus en détail et on vous écoute. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Catherine Maurice, je suis psychologue clinicienne à l'EAP des Salins de Bregy à Besançon, donc en Franche-Comté. L'association des Salins de Bregy regroupe différents établissements médico-sociaux dans le Doubs et dans le Var. Et puis, je suis également formatrice certifiée en stimulation basale. Et à ce titre, je suis membre du groupe Stimulation basale francophone, le GSBF, et de l'association internationale, donc l'IFBS, et je vous passe mon accent allemand. Le titre de mon intervention aujourd'hui, j'ai choisi aussi, un peu comme le dit Madame Tesnas, qu'il annonce la couleur. Je souhaite insister sur le fait que les gestes du quotidien, ce ne sont pas des parenthèses, mais bel et bien des espaces pédagogiques à part entière. Alors, pour le dire autrement, non, les apprentissages ne commencent pas une fois les soins terminés, et non, les apprentissages ne s'arrêtent pas à la petite enfance. Alors, cette manière de penser le quotidien comme un terrain d'apprentissage et de relation est, selon moi, une ressource clé dans l'accompagnement. C'est tout d'abord pour la personne accompagnée une ressource, puisque ses compétences, même minimes, peuvent être vues, entendues, soutenues. Elle est reconnue comme un être en développement, elle n'est pas vue comme figée dans un état. Et puis pour l'accompagnant, c'est aussi une ressource clé. En donnant toute sa valeur au moment du quotidien, l'accompagnant peut mieux comprendre la personne. Il peut ajuster ses gestes et ainsi nourrir la compréhension du monde de cette personne. C'est dans cette réciprocité subtile que prend vie la stimulation basale. Alors avant de poursuivre, je voulais apporter une petite précision. Dans mon intervention, je vais parler assez souvent d'accompagnants. J'entends à la fois les professionnels et les proches. Néanmoins, les proches accompagnent d'une autre manière que les professionnels, avec la richesse et la singularité d'un lien familial, affectif, quotidien, qui leur donne une connaissance précieuse. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une formation sur ce qu'est la stimulation basale, je vais vous faire un bref rappel. La stimulation basale, c'est une approche qui a vu le jour dans les années 70 en Allemagne, grâce au travail d'Andreas Fröhlich, que vous voyez là en photo, qui est docteur en psychologie et pédagogue spécialisé. Donc, dans les années 70, c'est son premier poste et il accompagne des enfants gravement handicapés, des enfants polyhandicapés. Très tôt, il met en lumière un point fondamental. Malgré la sévérité du handicap, malgré les limitations physiques et cognitives, ces enfants sont avant tout des enfants. Et ils ont surtout besoin d'être considérés comme des personnes à part entière, capables de relations, d'émotions, de progression, d'apprentissage. Ce qu'il observe au quotidien, c'est que les gestes les plus simples, ceux du soin, du lever, du coucher, de l'alimentation, peuvent devenir des moments de rencontre riches de sens, des moments où une relation, aussi discrète soit-elle, peut s'établir. Il m'a semblé important de préciser ce que la stimulation basale n'est pas. Ce n'est pas un programme de stimulation. Ce n'est pas une méthode que l'on applique de façon standardisée. On n'a pas des recettes toutes faites à appliquer et ça serait de la stimulation basale. C'est avant tout une approche relationnelle, une manière d'entrer en relation avec la personne à travers le corps, le toucher, la perception sensorielle. L'objectif n'est pas d'obtenir un résultat, mais de reconnaître l'autre
dans ce qu'il vit, ici et maintenant. L'approche nous invite à porter attention à l'essentiel, à reconnaître la richesse du lien humain, même quand la communication verbale n'est pas ou plus possible. Alors, si vous souhaitez de plus en plus d'informations, je vous renvoie vraiment chaleureusement vers le site du GSBF, où vous allez trouver tout un tas de documents, d'articles qui pourront sans doute vous intéresser. Je suis en train de passer. J'appuie sur quelque chose. Voilà. Avant de vous parler du quotidien, je vais vous proposer de faire un petit détour par la fiction. J'ai l'esprit un petit peu tordu, je vous l'accorde. En préparant cette intervention, je me suis souvenue d'un film, Un jour sans fin. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le voir. C'est une très bonne comédie. Bill Murray y incarne un journaliste cynique, méprisant, il est absolument imbuvable. Et il se retrouve condamné à revivre la même journée encore et encore. Quoi qu'il fasse, tout recommence à l'identique. Et à force, il en vient même à chercher différents moyens de trouver la mort pour échapper à ce cauchemar. Et il n'y parvient pas. Alors, sous cette forme de comédie, finalement, ce film nous dit quelque chose de profond. Le quotidien, lorsqu'il devient figé, sans lien, sans perspective, peut rendre fou. Bill Murray ne trouvera une issue à ce cauchemar que dans la rencontre réelle avec les gens, en abandonnant la distance protectrice du cynisme et du mépris. Alors maintenant, je vais vous proposer d'imaginer l'inverse. Ce serait quoi l'inverse? Imaginons un pays étrange où rien ne se répète jamais, où l'on ne peut compter sur aucun rituel, aucun automatisme. Se lever, se laver, manger, marcher. Chaque geste du quotidien y change de forme, de logique, de sens. Hier, la brosse à dents chantait. Aujourd'hui, elle danse. Et demain, elle mordra peut-être. Nul ne le sait. Un matin, le savon glisse tout seul sur le corps. Le soir suivant, il faut le convaincre de sortir de sa boîte. Les objets changent de couleur, de texture, de fonction. Les repas varient d'heure, de goût, sans avertissement. Il n'y a pas de mode d'emploi, pas de sécurité. Alors au début, peut-être les habitants vont trouver ça amusant. Chaque jour est une aventure. Mais très vite, le charme se brise. Les enfants deviennent nerveux, les adultes s'épuisent. On n'ose plus s'habiller, de peur que les vêtements ne soient des pièges. On hésite à manger, de crainte de ne pas savoir comment. Alors certains deviennent anxieux, d'autres agressifs. S'ils étaient dans des établissements médico-sociaux, on dirait sans doute qu'ils ont des troubles du comportement. Privés de routine, chacun vit dans une vigilance constante. Alors bien sûr, cette histoire, c'est une fable. Un tel pays n'existe pas. Du moins pas tout à fait. Car le quotidien d'une personne polyhandicapée s'en approche parfois. Comme le dit Andreas Fröhlich dans son livre « La stimulation basale, le concept », pour de très nombreuses personnes polyhandicapées, chaque jour est un nouveau commencement. Elles doivent à chaque fois rétablir des repères qui leur permettent de s'orienter dans leur corps et dans leur environnement. Il est donc nécessaire de s'interroger sur le rôle de la répétition dans la construction de sens. Non pas une répétition vide, mécanique, mais une répétition qui structure, qui porte, qui prépare l'émergence de quelque chose de nouveau. Henri Bergson, le philosophe, l'exprimait très justement. Il n'y aura de nouveauté dans nos actes que grâce à ce que nous aurons trouvé de répétition dans les choses. Notre faculté normale de connaître
et donc essentiellement une puissance d'extraire ce qu'il y a de stabilité et de régularité dans le flux du réel. Et ça, c'est dans son livre La pensée et le mouvant. Alors, pour donner une fin un petit peu plus sereine à cette petite fable, imaginons quelqu'un, un jour, propose aux habitants de ce pays quelque chose de simple. Choisissons un seul geste, un seul rituel qui ne changera pas. Alors peut-être que les habitants de ce pays choisiront le salut du matin. Chaque jour, à la même heure, chacun dira bonjour de la même manière à la première personne croisée. Ce minuscule point fixe dans le chaos ne va pas tout résoudre, mais il rassurera, il donnera un début de continuité. Et vous, votre quotidien, c'est quoi? Alors, on est un petit peu trop nombreux aujourd'hui pour qu'on en discute ensemble, mais j'ai choisi cette formulation parce que lors des stages de stimulation basale, on propose assez souvent, en fin de première journée de stage, donc aux stagiaires qui sont des professionnels d'établissements médico-sociaux, on leur propose de changer une habitude le soir en rentrant chez eux, n'importe laquelle. Par exemple, si vous avez l'habitude de prendre une douche avant de manger votre petit déjeuner, demain matin, faites l'inverse et voyez ce que ça donne. Systématiquement, les réactions sont immédiates. Elles sont toujours très chargées en émotions. Souvent, c'est des rires, mais on sent assez facilement pointer l'inquiétude. Oh là là, moi je vous préviens, je vais être en retard demain. On a aussi des phrases du style « Ah non, mais c'est pas possible, moi j'ai 3 enfants en bas âge, vous imaginez même pas, tout est millimétré, hors de question que je change une habitude. » Ou encore « Ah ben non, mais moi j'ai pas d'habitude, alors comme ça va être vite fait. » Et les retours sur cette expérience le lendemain sont souvent très drôles et inattendus. Finalement, ces gestes si anodins en apparence constituent en réalité un socle solide. Et indispensable. Ils participent à notre sentiment de sécurité de base. Ils créent des repères qui nous aident à anticiper, à nous situer. Ce sont eux qui structurent la journée, qui donnent un rythme, qui installent une continuité. Ces gestes créent des petites balises qui nous aident à anticiper ce qui va venir, à comprendre où nous en sommes, à nous situer dans le temps, dans l'espace, dans la relation. Ils nourrissent la conscience que nous avons de nous-mêmes. Je me rends compte que je suis là, que j'existe. Ils nourrissent aussi la conscience que nous avons de l'autre. Quelqu'un est là pour moi, quelqu'un me voit, m'adresse un geste, une parole, une attention. Et peu à peu, c'est aussi la conscience du monde qui se construit par petites touches. Le monde me parle, le monde me porte, le monde me propose des expériences que je peux apprivoiser. Ce sont des gestes simples, mais qui portent une charge relationnelle et affective immense. Ils sont le terreau de la confiance, de l'ouverture, de la curiosité. Et c'est parce qu'ils sont justement ancrés dans le quotidien qu'ils sont si puissants. Ces rituels du quotidien, ces petites choses qui paraissent banales, sont le fondement même de nos premiers apprentissages. J'allais dire, rappelez-vous, c'est dans le maternage que le bébé fait ses découvertes initiales, ô combien cruciales pour la suite de son développement. En ce sens, ces gestes constituent un socle indispensable pour tout apprentissage ultérieur. Alors vous qui êtes là aujourd'hui à ce colloque, vous savez aussi bien que moi que le quotidien d'une personne polyhandicapée n'est pas tout à fait le même que le nôtre. Le polyhandicap représente bien plus qu'une simple difficulté. Il constitue un obstacle majeur, à la fois visible et invisible, dans les possibilités d'agir sur le monde, qu'il soit physique, cognitif, relationnel ou émotionnel. La personne polyhandicapée, elle est empêchée dans son autonomie, elle est dépendante de l'action d'un tiers pour réaliser quasi tous les actes de la vie quotidienne. S'alimenter, se déplacer, se laver, s'habiller. Cette dépendance, elle n'est pas seulement une réalité fonctionnelle, elle touche aussi l'espace relationnel. La proximité physique devient inévitable.
que ce soit lors des soins, des repas, de n'importe quel geste d'accompagnement. Mais cette proximité, elle peut être aussi ambivalente. Elle peut être sécurisante lorsqu'elle est empreinte de respect et d'attention, mais elle peut aussi être vécue comme une forme de promiscuité, comme source d'inconfort, de gêne ou même d'angoisse pour la personne polyhandicapée. Par ailleurs, les soins répétés et parfois invasifs, comme les aspirations, les manipulations corporelles, les sondages, les soins médicaux douloureux, sont des situations qui, même si elles sont nécessaires, peuvent générer de la peur et une méfiance accrue. Ces expériences, lorsqu'elles se répètent, peuvent altérer la perception de la relation à l'autre et au monde, créant un climat d'insécurité qui s'ajoute aux limitations physiques et cognitives. Ainsi, le polyhandicap, en restreignant considérablement l'initiative et l'autonomie de la personne, rend encore plus crucial le rôle de l'accompagnant. L'enjeu, il est de taille. Comment faire en sorte que les gestes les plus simples, les plus répétés, deviennent malgré tout des moments de sécurité et de sens? Comment, à travers ces gestes, reconnaître et soutenir les compétences de la personne, même lorsqu'elles sont discrètes, subtiles ou difficilement perceptibles. Alors, la stimulation basale, elle peut offrir des pistes pour cela. Elle peut devenir un support de lecture et de valorisation des compétences de la personne, même dans des interactions apparemment anodines. Jean Piaget disait à propos de l'intelligence sensorimotrice, « La connaissance ne commence ni par le jeu, ni par l'objet, elle commence par les interactions. » La stimulation basale met justement l'accent sur cette rencontre avec la personne. Dans chaque moment, dans chaque situation, la rencontre prime. C'est la rencontre entre deux personnes, rencontre où l'un des deux protagonistes est en situation de grande dépendance. Avec une personne polyhandicapée ou gravement handicapée, cette rencontre, elle passe en grande partie par le toucher, qui devient alors un langage à part entière. Ici, c'est l'occasion pour moi d'introduire la notion de communication basée sur le corps. Lorsque je suis un accompagnant qui aide une personne polyhandicapée à s'habiller, à se laver, à s'installer dans son fauteuil, je suis en mesure de percevoir une multitude de signaux, pour peu que j'y sois attentif et à l'écoute. Je peux ressentir une accélération du rythme cardiaque, qui peut m'indiquer que la personne appréhende ce qui se passe, ou qu'au contraire, qu'elle réalise qu'il y a un changement qui est en train de se produire, alors que peut-être elle était complètement calme auparavant. À l'inverse, une respiration qui s'amplifie ou qui ralentit peut être le signe d'un apaisement, par exemple. Je peux aussi percevoir la tonicité musculaire, les tensions, les crispations, ou au contraire, le relâchement, qui pourrait indiquer, par exemple, un sentiment de confiance. Je peux sentir la moiteur des mains, observer la pâleur du visage, qui peuvent témoigner d'un malaise, d'un ressenti douloureux, ou là encore d'une appréhension. Tout cela, Andreas Fröhlich l'appelle la communication basée sur le corps. Et c'est un point fondamental. Toute personne, quelle que soit la gravité de son handicap, a accès à cette forme de communication. Pour le professionnel, il s'agit de la reconnaître comme une communication à part entière et de savoir y répondre. Comment? Par la qualité du toucher, par la continuité, par le rythme que l'accompagnant va adopter, mais aussi par des ajustements du contexte. Par exemple, jouer sur la lumière, le bruit ou la température ambiante. De mon point de vue, le rôle du professionnel, c'est de multiplier ces dialogues
au-delà ou en deçà du langage. C'est dire d'une certaine façon sans les mots, tu me dis quelque chose de toi, de ce que tu ressens. J'ai bien reçu ton message, j'en tiens compte et je te réponds. Cela m'amène à insister sur l'importance de l'observation fine, contextualisée, détaillée. Et je vous invite vraiment à observer la personne que vous accompagnez, notamment dans les moments où elle n'est pas sollicitée, où elle est seule. C'est un temps d'attente entre deux activités. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle cherche à s'apaiser, à se stimuler par elle-même? Alors vous verrez peut-être qu'elle se balance plus ou moins doucement, ou qu'elle crie plus ou moins fort, qu'elle s'enveloppe dans une couverture, par exemple, pour trouver du réconfort, ou qu'elle observe attentivement les mouvements et les personnes qui sont autour d'elle. Peut-être qu'elle se réfugie dans le sommeil, ou bien elle va réagir uniquement lorsque le chariot du repas va arriver. Tous ces comportements témoignent de la capacité de la personne à rechercher de l'information par elle-même dans certains domaines. Alors ces domaines, en stimulation basale, on parle beaucoup du somatique, ce qui entre en contact avec ma peau, du vestibulaire, quand je me balance, du vibratoire, justement, quand je crie ou quand je me fais des vibrations. Il témoigne aussi de la capacité de la personne à trouver seule des moyens d'apaisement, comme je disais tout à l'heure, s'envelopper dans un plaid, par exemple, pour se réconforter. Ces comportements, ils montrent aussi son intérêt, par exemple, pour le mouvement, pour les interactions, pour les émotions ou pour les personnes qui l'entourent. Ainsi, même dans ces gestes simples et spontanés, la personne polyhandicapée nous montre bel et bien le panel de ses compétences. Dans quel domaine peut-elle être active à sa manière? Et comme le dit mon collègue formateur en stimulation basale et orthopédagogue, Philippe von Meckelberg, être actif, ça ne correspond pas toujours à agir. Parfois, cela consiste simplement à être attentif. Ah, j'ai oublié de passer mes mots. Alors, je voulais vous présenter, au départ, je voulais vous présenter une vidéo d'un temps. Donc, l'établissement où je travaille a été formé à la stimulation basale et je m'étais dit peut-être vous montrer le temps d'une toilette. Je me suis dit me montrer le temps d'une toilette dans un colloque. J'étais plus très à l'aise par rapport à cette idée. Donc, j'ai choisi de vous présenter un temps de quotidien d'un jeune homme de 24 ans, mais de vous le décrire, ou en tout cas de prendre pendant un bref instant la voix de Pierre pour vous décrire ce temps de toilette. Je m'appelle Pierre, j'ai 24 ans. Ce matin, je suis dans la salle de bain, allongée dans un lit-douche. Je suis déshabillée, mais mon corps est recouvert de serviettes de bain. Apolline, la professionnelle qui m'accompagne, est à mes côtés pour la toilette. Elle commence par placer un coussin sous ma nuque. C'est un point d'ancrage important et ça m'offre un point d'appui sécurisant. Ça me permet aussi de mieux voir ce qu'il se passe autour de moi et cela m'aide à être plus réceptif et attentif. Ensuite, elle me fait sentir le gel douche. Je souris parce que j'aime beaucoup les parfums. Pierre adore quand on lui met du déodorant, par exemple. Mon sourire et mes yeux qui croisent les siens lui montrent que ça me plaît. Apolline va d'abord mouiller mon corps, donc sur les serviettes de bain. Elle commence par le dessus de mes pieds. C'est plus doux que de commencer par le haut du corps. Elle remonte ensuite progressivement. L'eau chaude glisse petit à petit sur mes pieds, mes mollets, mes jambes, mon ventre, puis mon torse. Je sens bien chaque partie de mon corps et peut-être que je peux comprendre aussi qu'elles sont toutes reliées entre elles. Durant tout le temps de cette douche, il y aura toujours, d'une manière ou d'une autre, un contact physique entre elle et moi.
Pour cela, elle a organisé tout le matériel nécessaire à portée de main pour ne jamais rompre cette continuité. Cela favorise une expérience sensorielle stable et enveloppante. Je souris, je vocalise, je répète certains mots familiers. Pierre a des mots comme ça qui reviennent très souvent. À un moment, Apolline met mes bras sur mon ventre et me fait toucher le pommeau de douche. Alors cela ne dure pas longtemps. Je remets mes bras après dans leur position initiale. Et puis elle pose le pommeau de douche un moment sur mon plexus solaire. L'eau chaude coule, j'entends le bruit du jet et ça me fait rire. Quand elle lave mon visage avec le gant de toilette, je n'aime pas trop. Peut-être que je me sens un peu envahie. Je ne souris plus, mon regard change. Alors je me redresse, je m'assois. J'ai peut-être besoin de reprendre un peu le contrôle. Je vais rester assis jusqu'à la fin de la toilette. Apolline lave alors mon torse, puis mon dos avec le gant de toilette. Avant de laver mes jambes, mon ventre et l'entrejambe, elle prend soin de mouiller une grande serviette et la pose sur mon dos et sur mes bras. Comme ça, je suis toujours un petit peu couvert. Je peux me sentir enveloppée, peut-être protégée. Elle termine en me séchant avec des serviettes sèches. Ces gestes ne sont pas trop rapides, ils sont clairs, enveloppants. Alors même si la participation de Pierre peut sembler discrète, elle est réelle. Son regard, ses expressions, ses vocalisations, sa posture, ses réactions aux stimulations. Ses réponses sont autant d'indicateurs de son implication. Il n'est pas objet de soin, mais bel et bien le sujet de ce qui se passe. Il est capable à sa manière de réagir, d'anticiper, d'ajuster ses réponses. Et ce sont là des formes d'apprentissage. Chaque toilette devient alors une expérience répétée où Pierre peut développer des repères, reconnaître des gestes, des sensations, des enchaînements. Son engagement, même modeste, peut ainsi être soutenu et amplifié et accompagné dans une logique éducative, en lui laissant le temps de répondre, en valorisant ses réactions, en lui proposant des occasions de choix ou de participation. Ce sont autant d'occasions d'apprendre, de comprendre et de construire une relation plus active au monde et à lui-même. Alors avant de conclure, je voudrais revenir sur quelques points, notamment le partenariat entre les parents et les professionnels. Échanger avec les familles sur ce qui se passe dans le quotidien, c'est bien plus que transmettre des informations. C'est construire petit à petit une véritable relation de confiance. Et cette relation, elle ne se décrète pas, elle se tisse au fil des interactions simples, concrètes. Les familles connaissent leur enfant, leurs proches, avec une finesse que le lien affectif et la vie partagée rendent possible. Elles ont souvent eu l'occasion d'observer leur enfant dans les moindres détails, dans des contextes variés, à des moments parfois très singuliers. Leur regard est affûté par l'expérience. Il leur permet de percevoir des micro-signes, des variations infimes, des rythmes personnels que nous, professionnels, nous ne pouvons pas toujours capter immédiatement. Ce savoir du quotidien est une ressource importante. Il ne s'agit pas uniquement d'un vécu intime, mais bel et bien d'une expertise concrète, nourrie par l'attention constante portée à leurs proches. En tant que professionnels, nous avons vraiment tout à gagner à nous appuyer sur cette connaissance, sur ce savoir, à les reconnaître pleinement, à les valoriser. C'est ensemble que nous pouvons construire un accompagnement ajusté, pertinent et porteur de sens. Mais je sais pertinemment aussi que ce quotidien, justement, il peut être lourd, il peut être épuisant, répétitif, et parfois peser sur les épaules de celles et ceux qui accompagnent, qu'ils soient parents ou professionnels. Cette intensité du quotidien, elle peut user.
Elle peut laisser peu de place pour le recul, pour la respiration, pour se retrouver soi-même. Et je crois que c'est aussi cela accompagner. C'est prendre soin de la relation, mais aussi prendre soin de ceux qui la portent. C'est reconnaître la fatigue, accueillir les ambivalences et chercher ensemble des espaces de soutien et de ressourcement. Parce qu'un quotidien partagé, pour rester vivant et porteur, il a besoin de s'appuyer sur des forces collectives et sur une attention mutuelle. J'en arrive à la conclusion. Ce que j'ai essayé de vous décrire aujourd'hui, c'est que la stimulation basale nous propose un regard sur le quotidien, un regard sur la relation, parce que le quotidien, ce n'est pas une simple routine, ce n'est pas un décor de fond. C'est là que ça joue, dans ces gestes que l'on répète, dans ces moments qu'on pourrait croire ordinaires, dans ces détails qu'on pourrait croire insignifiants. Ce ne sont pas des parenthèses, ce ne sont pas des temps en attendant mieux. Chaque geste, chaque interaction, chaque petite situation concrète porte en elle la possibilité d'une rencontre, d'une progression, d'une ouverture. C'est dans cette matière-là que naît la confiance, c'est là que s'ancrent les repères. Chaque moment du quotidien devient une porte ouverte vers la relation, mais aussi un espace d'apprentissage. Alors certes, ce n'est pas un apprentissage scolaire, normé, évalué, mais c'est un apprentissage fondamental. Apprendre à reconnaître une sensation, à comprendre une intention, à se situer dans une séquence, à faire confiance à un geste qui revient, à répondre à une sollicitation. Finalement, c'est bien ça, apprendre à vivre. Pas vivre selon des normes toutes faites, pas vivre selon des critères extérieurs, mais vivre à son propre rythme, avec ses compétences, avec ses possibles. Et notre rôle en tant qu'accompagnant, professionnel et proche, c'est de créer ensemble les conditions pour que cette manière singulière d'être au monde puisse s'exprimer, s'épanouir, se sentir pleinement reconnue et respectée. Créer un environnement où la personne puisse se sentir accueillie telle qu'elle est, où elle puisse trouver sa place et où sa façon d'exister ne soit jamais réduite ou mise de côté. C'est une aventure humaine, une aventure sensible, exigeante, mais profondément enrichissante. Une aventure où les gestes ordinaires peuvent devenir extraordinaires. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être... merci de nous avoir permis de comprendre qu'en fait, la personne polyhandicapée et nous, c'est pareil. Les rituels rassurants, la communication par le corps, c'est nous aussi. Hein. Alors, peut-être qu'on peut commencer par le chat, cette fois-ci. Y a-t-il des questions dans le chat? Il y a une question au fond. J'arrive. Est-ce qu'il y a des questions avant le fond? Non? Il n'y a pas de questions dans le chat. Bonjour. Merci Catherine. C'est pas vraiment une question. Moi, je sais pas, ça perlipopette que ça fait du bien. D'entendre parler du quotidien, d'entendre parler du polyhandicap. Et pas que du plurihandicap, mais du polyhandicap. Là, on est dans de la pédagogie adaptée au polyhandicap. Ce quotidien devient un moment où on apprend. Aller là où ils sont. On a entendu pareil tout à l'heure. Madame, vous avez dit aussi en tant qu'enseignante, vous avez dit être là où ils sont. C'est le plus important, je crois, autour du polyhandicap. Et le pire, c'est que avec ces trucs-là, la bizarroïde, on fait émerger des compétences enfouies tout en rentrant en relation. C'est un peu magique, ça. On prend le temps. Alors, est-ce qu'il y a des grilles d'évaluation? On va demander sur le chat de dingue, là, avec des trucs où il faut coter. Certainement, hein, oui, il y en a en stimulation basale, on peut en trouver un peu, il me semble.
Voilà, mais c'est tellement essentiel. D'abord, la rencontre. D'abord la rencontre. D'abord, la rencontre. C'est ça, avant tout. Et puis, un truc que vous avez dit, Catherine, c'est la répétition aussi. Vous l'avez évoqué, ce truc de... On apprend la pédagogie, alors pas adaptée, parce que c'est la pédagogie en général, adaptée à tout le monde. Mais c'est là où la répétition du quotidien, il y a un mot qu'on n'a pas encore dit, mais il y en a un qui doit le dire, ça s'appelle la transdisciplinarité, où les parents sont inclus et où tout le monde va prendre un geste, où on va apprendre du quotidien pour pouvoir avancer et aller là où ils sont. C'est tellement important. Et tout le monde devient pédagogue et tout le monde aide à apprendre. Ça fait du bien. Alors je le redis, ça perd l'hypopète que ça fait du bien d'entendre parler du polyhandicap. Merci. Peut-être juste quand j'ai échangé avec Madame Tesnas sur mon intervention d'aujourd'hui, on évoquait justement peut-être des professionnels qui travaillent en masse et qui peuvent être justement dans les gestes du quotidien. Comment eux peuvent aussi se sentir tout autant dans les apprentissages. Quand je suis en train d'aider quelqu'un lors d'une toilette, d'un repas, je suis dans les apprentissages tout autant que peut-être un psychomotricien, peut-être même l'enseignante. C'est une autre forme d'apprentissage, mais c'est un apprentissage. C'est aussi de pouvoir valoriser les professionnels. Moi, je sais quand on intervient, quand on forme des professionnels donc lors des stages de fondamentaux, beaucoup nous disent « Ah mais oui, mais je retrouve du sens à ma pratique ». C'est aussi pouvoir renvoyer, il y a un terme anglais qui dit « empowerment ». Mais vous avez un pouvoir, vous avez aussi une connaissance des personnes, justement dans tous ces moments répétés du quotidien. Vous avez vraiment une très grande richesse et vous êtes aussi des professionnels qui comptaient beaucoup pour accompagner les personnes à apprendre, à progresser. Merci beaucoup. Alors, dernière question, sinon il n'y a pas de pause, n'est-ce pas, Madame la Présidente? C'est ça, hein? Bon. Courte. Je voulais simplement rajouter un point que je trouve essentiel, au-delà de la communication par le corps, c'est introduire l'intention rythmique. C'est-à-dire que quand on fait un soin à ces personnes-là, de systématiquement leur parler, leur expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, et je trouve que ça les met aussi dans un bain de langage, au-delà du toucher. Oui, bien sûr, la parole, elle est importante, et là aussi, dans les stages, on insiste sur la nécessité d'expliquer ce qu'on va faire. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une congruence entre le geste et la parole. Et parfois, on a beau expliquer beaucoup avec des mots, avec une certaine bonne volonté, mais si mon toucher ne correspond pas à ce que je dis, ça peut créer une très forte, un malaise même. En stage, on fait vivre des situations, des expériences sur soi, sur le toucher notamment, et beaucoup d'expériences se passent sans la parole. Parce que quand nous sommes des êtres de langage et de parole. La personne polyhandicapée, elle n'a pas forcément cet accès toujours. On doit lui expliquer, mais on a aussi besoin d'aller la rencontrer sur son terrain à elle. Son terrain à elle, en grande partie, c'est le toucher. Et il y a cette importance que les professionnels puissent prendre conscience de qu'est-ce que c'est mon toucher, qu'est-ce que c'est être touché et qu'est-ce que c'est toucher quelqu'un. La continuité, le rythme, l'intensité, la pression, tout ça, c'est de ce que je constate, en tout cas dans les établissements que je vais former. En fonction des formations des professionnels, c'est des choses qui sont relativement peu explorées. Et que la stimulation basale,
c'est cet accordage aussi de différents modes de communication où le toucher est vraiment une forme de communication à part entière. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, ça n'empêche que apporter des mots, dire je vais, voilà, on va faire la toilette, je vais t'accompagner dans la toilette, tiens, sens, là voilà le gel douche, bien sûr. Mais la congruence entre le toucher et la parole est indispensable. Mais, oui, merci beaucoup. Bon, vous n'aurez pas de pause, hein, c'est tout. Si. Mais je comprends, je comprends. Non. Merci pour votre belle présentation. Juste une réflexion qui nous met tous en perplexité, c'est que pour faire tout ça, comme vous nous le dites et comme ça sera redit demain par les équipes, il nous faut du temps, beaucoup de temps. Et comment est-ce compatible avec, je ne sais pas, par exemple, le fait d'aller à l'école juste après à l'extérieur, si on ne prend pas ce temps nécessaire pour accompagner ces personnes. Comment faites-vous pour combiner ce temps de l'observation, cette lenteur nécessaire pour attendre leur temps de latence et pouvoir participer tous ensemble à des activités derrière? C'est juste une petite question. C'est une question qui revient très fréquemment en formation. Peut-être une question une réponse à différents niveaux. Quand on va former un établissement, au préalable, on entre en relation, on contacte la direction, parce que ça va amener aussi des choix institutionnels. Quel choix on va faire? Est-ce que la question de l'emploi du temps, ça va être « Ah bah oui, mais il y a 4 activités à faire dans la matinée, mais c'est bien pour eux. » et finalement, là, la stimulation basale, elle va avoir des conséquences aussi en termes de réflexion institutionnelle. C'est est-ce qu'une toilette peut être vue, considérée comme un temps d'apprentissage, comme un temps où on va élaborer des choses, où on va observer bien sûr, mais c'est aussi laisser la parole peut-être d'une certaine manière à la personne à qui on va faire cette toilette, qu'on va accompagner dans cette toilette. Et puis l'autre point, c'est dernièrement, donc mon équipe a été formée à la stimulation basale, et puis mes collègues me disent ah, tu sais là, on vient de se rendre compte qu'on n'a plus beaucoup de jeunes à l'internat, là on a plus de temps, effectivement. Quand on a plus de jeunes, ouais, on est peut-être un petit peu moins basal quand même. Je dis ok, d'accord. Alors je vais vous faire une réponse qui va peut-être vous paraître un peu, mais tout à l'heure, dans ma fable, je disais le chaos, il peut-être s'organiser avec un élément, le bonjour. Et c'est ce que j'ai répondu un peu à mes collègues. Ouais, peut-être que certaines fois, vous avez moins de temps. Mais n'empêche que ce que vous avez mis en place, peut-être, certaines fois, quand vous avez plus le temps, ou si vous arrivez à mettre en place le toucher. Et je n'ai pas pris par hasard le bonjour, parce qu'en simulation basale, on parle du bonjour basal. D'entrée, on décrit les 3 temps de la rencontre, et le premier temps, c'est le temps de « je rentre en contact avec toi ». Et de pouvoir que le professionnel puisse l'instaurer de manière repérable, claire. Ça ne va pas prendre énormément de temps. Qu'on ait beaucoup de temps ou qu'on n'ait pas de temps, on pourra sans doute le faire. Ça ne va pas révolutionner les choses, mais ça va inscrire quelque chose de continu, de repérable, de répété. Et de bien-être qui va favoriser les apprentissages à venir après. Donc pour votre bien-être, je vous propose une petite pause et on reprend à 15h40 dans la salle. Merci.